Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Niger, 2 policiers ont été abattus lors d'une première attaque à être perpétrée par des djihadistes aux portes de la capitale, Niamey. For a second term as President of the United States. Garder sa grandeur à l'Amérique, le président américain est en campagne pour 2020. Donald Trump l'a démarré en Floride et se présente comme le même outsider politique qui avait bousculé l'ordre établi à Washington il y a 4 ans. Nous ouvrons par cette attaque meurtrière au Niger. 2 membres des forces de l'ordre ont été tués et 4 blessés hier soir lors d'un assaut contre un poste de police à l'entrée nord de Niamey. Le pays est en proie à des incursions djihadistes récurrentes, mais c'est la première fois que des assaillants lancent une attaque aussi près de la capitale, là où nous retrouvons notre correspondant Abdul Razak Idrissa pour les détails. Un communiqué du ministère de l'Intérieur diffusé à la mi-journée indique qu'il s'agit de 2 individus armés qui ont surpris les éléments de la police nationale en service au poste de contrôle à l'entrée nord-est de la capitale Niamey en venant de Oualam. Selon le bilan des autorités, 2 policiers ont été tués, 2 autres blessés. C'est la première fois qu'une attaque se produit aussi près de la capitale nigérienne où se tiendra dans 2 semaines exactement le sommet de l'Union africaine. Tout cela a bien évidemment fait monter les inquiétudes au sein de la population. En tant que citoyen de Niamey, franchement, ça nous inquiète. Spécialement maintenant avec très prochainement le sommet de l'Union africaine. Donc on sait que les terroristes veulent saboter ce sommet. Donc on appelle à toute la communauté de Niamey et principalement à toute la population du Niger à redoubler de vigilance, à reporter tout mouvement suspect des individus aux forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une réunion internationale qui va se produire ici à Niamey. Leur objectif, c'est de détourner l'attention des gens et de tourner l'opinion nationale et internationale comme quoi ils peuvent produire des gestes comme ça. Et que maintenant, si toutefois, on tombe dans leur piège, ils ont gagné. Déjà au début de ce mois de juin, les autorités de Niamey ont annoncé avoir déjoué des attentats terroristes dans la capitale, dans la zone de l'aéroport notamment. Aussi, cette attaque de ce mardi contre ce poste de police est intervenue quelques heures seulement après une simulation d'opération terroriste dans la ville de Niamey organisée par les forces de sécurité locales avec Cap Sahel. Une équipe de la police scientifique s'est rendue ce mercredi matin sur les lieux de l'attaque et le ministère de l'Intérieur annonce que des mesures supplémentaires de sécurisation vont immédiatement être mises en œuvre pour éviter ce genre d'actes dans le futur. Abdullah Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. Également dans l'actualité au Mali, renforcement de la présence militaire aux environs de 2 villages d'Ogon qui ont été attaqués lundi dernier. Ce sont les localités de Gangafani et de Yoro, près de la frontière burkinabé, qui ont été frappés dans la nuit par ce que le gouvernement qualifie d'attaque terroriste. Un bilan provisoire a fait état de 38 morts et de nombreux blessés. Les habitants font état de l'utilisation de nombreuses motos dans les raids meurtriers. Depuis l'apparition en 2015 dans le centre du pays du groupe djihadiste d'Amadou Koufa, les affrontements se multiplient entre la communauté Peul et les ethnies Bambara et Dogon. En Mauritanie, la campagne pour la présidentielle du 22 juin prend fin demain. 6 candidats espèrent succéder au président Mohamed Ould Abdelaziz, au pouvoir depuis 10 ans et interdit de 3e mandat par la Constitution. Les prétendants ont promis une amélioration des conditions de vie alors que la croissance économique continue sa reprise progressive tout en restant insuffisante comparée à la croissance démographique d'après la Banque mondiale. Pour tâter le pouls des électeurs, Echa Sarai de la VOA est à Nouakchott, la capitale, et nous propose ce micro-trottoir.
Bon, ces élections, je me dirais que la question la plus importante, ce serait de la conscientisation des jeunes du fait de comprendre qu'il est temps pour le changement. Qu'il ne suffit pas juste de voter, mais aussi de savoir vraiment pourquoi on vote et que le vote est vraiment important. Et le candidat qu'on choisit, il faut savoir avoir les bases sur lesquelles on les choisit. Je pense que ce qui est plus important pour les jeunes, c'est l'emploi. C'est l'emploi et l'éducation. Mais franchement parler, j'ai été déçu par tous les candidats, et sans exception, franchement. Pour être sincère, il n'y a aucun candidat qui m'a vraiment convaincu dans le vrai sens du terme que ce sera le candidat qui va tout changer. Le président américain est donc officiellement en quête d'un second mandat. Donald Trump était en Floride hier soir pour donner le coup d'envoi à sa campagne pour la présidentielle de 2020. Le locataire de la Maison-Blanche a repris ses thèmes favoris de 2016 et a attaqué les démocrates, accusés de vouloir détruire le rêve américain. Le compte-rendu de Patsy Widakuswara est relaté par John Linden. Donald Trump a donc lancé sa campagne de réélection. Ce soir, je me tiens devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat à la présidence des États-Unis. Avec un message de garder sa grandeur à l'Amérique, Trump a suggéré que 2020 serait également un verdict sur le rapport Mueller sur l'ingérence de la Russie lors de l'élection de 2016. Cette élection n'est pas simplement un verdict sur les progrès incroyables que nous avons accomplis. C'est un verdict sur la conduite anti-américaine de ceux qui ont tenté de saper notre grande démocratie et de vous saper. Quelques 20 000 personnes ont pris part à ce lancement, parmi eux des supporters acharnés. Nous devons construire les murs, nous devons sécuriser les pays. L'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord. Orlando se situe dans le centre de la Floride, où réside près de la moitié des électeurs inscrits et qui est un État en grande partie indépendant. La Floride a basculé au fil des ans entre républicains et démocrates. Voilà un État absolument critique pour les perspectives de réélection du président. Il a gagné en 2016 par 1%. C'est très difficile de réunir les 270 grands électeurs sans les votes de la Floride. La campagne de Trump pour 2020 est mieux financée et organisée que celle de 2016, que de nombreux observateurs avaient initialement qualifiée d'amateur. Cette fois, sa stratégie de réélection se concentrera sur la vigueur de l'économie et la répression de l'immigration par son administration dans le cadre de ses promesses électorales. Tout le monde soutient une Amérique forte sur la scène mondiale. Tout le monde soutient le genre d'Amérique dont nous pouvons tous être fiers. Le président a eu du mal à augmenter son taux de popularité qui se situe dans les 40%. Et le succès de sa campagne de réélection dépendra dans une large mesure de la question de savoir si les démocrates de l'opposition désigneront un candidat capable de rassembler les électeurs qui ne veulent pas de Trump. Et maintenant, une petite incursion dans l'histoire américaine. Le 19 juin 1865, les esclaves du Texas apprennent qu'ils sont libres, plus de 2 ans après la signature par le président Abraham Lincoln de la proclamation d'émancipation qui libérait tous les esclaves des États qui s'étaient révoltés durant la guerre de sécession. Depuis, chaque 19 juin, les Afro-Américains des 4 coins du pays célèbrent la fin de l'esclavage aux États-Unis. Jesus Semen Oni est allé à la rencontre des personnes prenant part aux festivités. Zilidiko raconte. Estivale avec de la musique, des parades et des performances artistiques. Une commémoration du jour ayant marqué la fin des 246 années d'esclavage aux États-Unis. Greg Carr de Howard University à Washington nous en dit plus.
Le 19 juin 1865, le général Gordon Granger, un général de l'armée responsable du district, le district d'émancipation qui comprenait le Texas, a atterri à Galveston, au Texas, Galveston Bay plus précisément, pour lire une déclaration annonçant que les esclaves africains étaient libres. Surnommé Juneteenth ou Journée de la Liberté, le 19 juin est désormais considéré comme un jour férié dans 45 États américains. Pour de nombreux Afro-Américains, c'est une journée de réflexion sur leur parcours, leur succès et la poursuite de la lutte pour l'égalité raciale. Cela nous aide à comprendre et à expliquer pourquoi les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui. J'aurais clairement préféré que l'Amérique n'ait jamais eu un passé esclavagiste, mais le fait est que c'était bien le cas et les effets de l'esclavage se font encore sentir dans la société américaine d'aujourd'hui. Nous savons donc d'où nous venons et j'espère que nous apprendrons à ne pas répéter les erreurs du passé. Les festivités incluent des concerts et des réunions de famille, mais le plus important est la préservation de l'histoire ancestrale, selon Floyd Cooper, dessinateur du livre d'illustration Juneteenth for Macy. C'est un jour de communion. Les anciens de la famille racontent des histoires aux plus jeunes. Ils racontent l'histoire de leur famille, l'histoire des Afro-Américains. C'est une sorte d'héritage relatant l'expérience afro-américaine à travers l'histoire des familles. C'est la nécessité de pérenniser cet héritage qui a conduit Kizzy Calhoun à faire participer son fils à la parade de Juneteenth à San Antonio. Nous devons regarder en arrière pour nous rappeler d'où nous venons afin de réussir dans l'avenir. Cette année, Juneteenth coïncide avec la première audience du Congrès depuis plus de 10 ans sur les réparations suite à l'esclavage. Les activistes poussent les législateurs à demander des réparations pour les descendants des esclaves. Alors que les Afro-Américains continuent d'évaluer les conséquences à long terme de l'esclavage, Juneteenth rappelle qu'il est important de célébrer ce pas de la nation vers la liberté pour tous. L'affaire Jamal Khashoggi de retour dans l'actualité. Les enquêteurs de l'ONU disent détenir des preuves de l'implication du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste. D'autres hauts responsables saoudiens sont également mis en cause. Dans un rapport publié aujourd'hui, au terme de 6 mois d'enquête, l'experte des droits de l'homme de l'ONU, Agnès Kalamar, indique que Jamal Khashoggi a été la victime d'une exécution délibérée, préméditée et ordonnée par l'État d'Arabie Saoudite. Elle réclame une enquête internationale sur la responsabilité de Mohammed Ben Salman dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et des sanctions également à l'encontre du prince héritier. Riyad juge que le rapport n'apporte rien de nouveau et parle de contradictions évidentes et d'allégations sans fondement qui entament sa crédibilité. Après de multiples déclarations contradictoires, l'Arabie Saoudite a reconnu que le reporter avait été tué et démembré par des agents saoudiens, mais nie toute implication du prince héritier. 11 suspects sont jugés en Arabie Saoudite. Le corps de Jamal Khashoggi n'a jamais été retrouvé. Du nouveau également dans le crash du vol MH17 de Malaysia Airlines en juillet 2014. 3 suspects russes et un Ukrainien feront l'objet d'un procès pour homicide aux Pays-Bas pour leur participation présumée à la destruction de cet avion au-dessus de l'Ukraine. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les enquêteurs internationaux. Des mandats d'arrêt ont été lancés contre ces 4 hommes, soupçonnés d'avoir transporté le missile utilisé pour détruire l'appareil. Les 4 suspects sont les Russes Sergei Dubinsky, Oleg Poulatov et Igor Girkin, ainsi que l'Ukrainien Leonid Karchenko. L'appareil de Malaysia Airlines, qui devait assurer la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur, a été abattu le 17 juillet 2014, donc au-dessus de territoires tenus par les séparatistes pro-russes de Donbass. Ces 298 occupants ont péri. Dans leur rapport, les enquêteurs de l'équipe conjointe internationale évoquent une ligne directe de commandement militaire entre les rebelles ukrainiens et la Fédération de Russie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jetons un coup d'œil maintenant sur ce qui vous attend dans la seconde partie de votre journal. Le débat continue autour des clandestins aux États-Unis. Le président Trump affirme que des millions de sans-papiers vont être expulsés. Les démocrates l'accusent de méchanceté et d'intolérance. Nous irons au Texas pour des témoignages tout à l'heure. Pendant ce temps, un record mondial a été atteint fin 2018 avec plus de 70 millions de réfugiés à travers la planète, d'après l'ONU. Et à 2 jours du coup d'envoi en Égypte, la fièvre footballistique de la Coupe d'Afrique des Nations gagne le continent. Les pharaons, eux, parlent déjà de leur bon niveau. La police migratoire commencera dès la semaine prochaine à expulser les millions d'étrangers illégaux présents sur le territoire américain. C'est le président républicain Donald Trump qui l'a indiqué en début de semaine. La chef de l'opposition démocrate au Congrès, Nancy Pelosi, l'a accusé de méchanceté et d'intolérance. Quant à l'étoile montante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, elle est au cœur d'une vive polémique après avoir qualifié les camps de rétention pour migrants érigés à la frontière sud du pays de camps de concentration. Ces propos enflammés sur l'immigration sont perçus comme un avant-goût des débats de la présidentielle de 2020. Justement, rendons-nous dans cette partie du pays où se trouvent ces camps de réfugiés pour retrouver Arzouma Compaoré. Il se trouve à San Antonio, dans l'État américain du Texas. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques. Alors Arzouma, que pouvez-vous nous rapporter ce soir ? Alors Jacques, aujourd'hui on est loin des premières semaines qui ont causé un peu de chaos, de surprise ici dans la ville. Des 300 immigrants congolais, il n'en reste que 20, qu'une vingtaine à peu près. La plupart a pris soit un avion ou un bus pour se rendre dans sa destination finale. Aujourd'hui, ce que l'on remarque surtout, c'est que les aides et les assistances continuent à se faire voir. Par exemple, cette dame, elle s'appelle Patience Mongu. Elle est venue spécialement d'Oklahoma City, 7 heures de route, avec un van chargé de biens, d'habits, de chaussures, pour témoigner son soutien à cette communauté congolaise essentiellement qui était présente ici. Je vous propose de suivre un extrait de ce qu'elle dit. Dans mon parcours, j'ai rencontré les gens qui m'ont béni dans mes difficultés. Ce qui fait que je voudrais toujours être une bénédiction pour les autres. Et c'est la philosophie de ma famille, toujours être bénédiction pour les autres. J'ai pris le message de Papa Bosco et directement, j'ai partagé avec les gens parce que je sais qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. Je rends grâce à Dieu surtout pour tous ses amis, toutes ses connaissances de travail, du milieu. Ce ne sont pas seulement des Congolais, mais c'est aussi toutes les nationalités que je fréquente. Donc des gens qui croient en moi, qui pensent que quand je dis quelque chose, je suis en train de faire ça. J'ai amené des habits, des chaussures, en général, beaucoup plus pour les enfants. Nous avons des jouets pour les enfants, nous avons certains jouets éducatifs. Je pense que traverser les rivières, les fleuves, les océans, pour ces enfants, leur donner quelques chocolats, ça doit être vraiment leur moment de joie, quoi. Et ils peuvent même oublier un peu les difficultés qu'ils sont en train de traverser pour quelques temps. Voilà. Arzouma Compaoré qui est à San Antonio. Et en fait, on rapporte également aujourd'hui que les militaires de la garde nationale récemment créée au Mexique ont été obligés mardi dernier de contenir une émeute de migrants africains, asiatiques et haïtiens qui se sont révoltés et ont tenté de s'enfuir du bâtiment dans lequel ils étaient retenus dans l'état du... En tout cas, sont satisfaits et ils nous disent qu'ils ne regrettent rien. Ils sont même prêts à recommencer certains s'il le faut. Arzouma Compaoré, vous êtes notre envoyé spécial à San Antonio, cette grande ville du Texas. Je vous remercie. Au même chapitre, un chiffre qui préoccupe l'ONU, le monde comptait à la fin de l'année dernière
Un nombre record de plus de 70 millions de personnes déracinées, des personnes qui ont fui des guerres ou des persécutions. Et ce sont les pays en voie de développement qui supportent la charge la plus importante de leur accueil. Il s'agit des grandes lignes d'un rapport onusien publié à la veille de la Journée mondiale des réfugiés. Davantage avec Zlatica Hawk, récit Gabi Dorsil. Rien que dans le nord-est de la RDC, 300 000 personnes ont fui les violences ethniques depuis début juin, rapportent les responsables onusiens. Selon les mêmes sources, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs ont fait plus de 160 morts dans la région ces 2 dernières semaines. Alors que ces déplacements se poursuivent à grande échelle, la crainte est que de plus en plus les gens tenteront de traverser le lac Albert pour chercher refuge en Ouganda. Les déplacés et réfugiés espèrent dans leur majorité pouvoir retourner chez eux dès que les conditions le permettront, même ceux qui ont passé presque toute leur vie dans un camp de réfugiés. Pas question de renoncer à notre patrie, c'est impossible. Les générations futures n'y renonceront jamais. Si nous mourons, il y en aura d'autres. La réalité est que très peu de candidats au retour parviennent à réaliser leurs rêves, alors même que de nouveaux conflits, persécutions, crimes et abus des droits humains déclenchent de nouvelles vagues de déplacés et réfugiés. Et lorsque vous voyez ces pays, vous pouvez constater que l'Afghanistan et la Somalie connaissent des déplacements récurrents de populations depuis plus de 40 ans. Selon le HCR, les gens fuient leurs villes et villages lorsqu'ils craignent pour leur vie. C'est ce qui explique l'afflux massif de migrants d'Amérique centrale à la frontière sud des États-Unis, selon une responsable onusienne. Comme solution, le rapport des Nations Unies exhorte la communauté internationale à investir dans l'économie et la sécurité des pays d'origine des migrants et des réfugiés. Et maintenant pour un tour d'horizon de l'actualité sportive avec bien évidemment cette fameuse CAN qui démarre très bientôt. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir, la fièvre commence à nous gagner, Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Nous ne sommes plus qu'à 2 jours de cette compétition, la CAN 2019. Et les Pharaons font figure de favoris et bénéficieront de la forte présence de leurs supporters dans les gradins, ce qui a priori est un avantage, mais cela peut aussi se transformer en pression et les joueurs en sont conscients, comme le dit le capitaine de l'équipe, Ahmed El Mohammadi, en conférence de presse ce matin. Jouer le tournoi ici en Égypte nous met la pression. Tous les joueurs sont conscients de la situation. Nous essayons de jouer normalement. Nous attendons de nombreux supporters au stade du Caire où nous n'avons pas joué pendant longtemps. C'est très positif pour nous de jouer dans le meilleur stade du pays. Cela aidera beaucoup. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans la capitale égyptienne à 48 heures du coup d'envoi de la compétition? Nous prenons la température du Caire avec Seydina Abagé, notre correspondant à Dakar, présentement au pays des Pharaons. La capitale égyptienne commence peu à peu à se mettre aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations avec les décorations autour des stades devant abriter la compétition, mais également les drapeaux des pays participants qui ornent les grandes avenues du Caire. Côté ambiance, rien de particulier à part les sonorités traditionnelles du pays qui ont rythmé l'accueil des Lions. Dans la rue, à part quelques affiches, aucune autre chose ne laisse penser qu'une Coupe d'Afrique a lieu dans le pays. Pas de gadgets ou autres produits à l'effigie des équipes, pas de fan zone visible. Seule la présence massive des forces de l'ordre montre qu'il y a une grande compétition qui va se dérouler en terre égyptienne. Le Caire est donc très calme, tout comme son annexe dénommée New Cairo où sont logés les Lions du Sénégal. Ces derniers vont d'ailleurs s'entraîner pour la 2e fois dans leur camp de base au Air Defense Stadium, un entraînement qui sera ouvert à la presse durant 15 minutes comme le veut le règlement de la CAF. Passé ce délai, il ne sera plus possible d'observer Mbaye Niang et Lamine Gassama, 2 joueurs qui vont certainement cristalliser l'attention des journalistes. Si Mbaye Niang devrait tenir sa place lors de la première journée de la CAN après avoir reçu un coup lors du match amical contre le Nigeria, Lamine Gassama est lui touché aux adducteurs depuis 3 jours, ce qui fait craindre son éventuel forfait pour la CAN 2019. Le match d'ouverture opposera l'Égypte au Zimbabwe vendredi à 20h temps universel au stade international du Caire. Les Warriors zimbabwéens auraient peut-être compté Hardlife Zivruki dans leur rang, mais le joueur de Kappa United a vu son rêve de servir une fois de plus son pays brisé par un accident de circulation. Aujourd'hui, il a repris les entraînements en club et s'est transformé en supporter des Warriors. Suivez. À première vue, Hardlife Zivruki, 32 ans, ressemble à n'importe quel autre membre d'une équipe de football. Il dribble, accélère, fait ses appels de balles comme tout autre joueur de foot.
Mais à observer de près, l'on se rend bien compte que Hard Life a perdu un bras. L'incident s'est produit l'année dernière lors d'un accident de voiture. Le joueur du club Cap United a dû batailler dur pour revenir, comme l'indique d'ailleurs son prénom, Hard Life, entendez, vie difficile. Avant son accident, ce brave garçon jouait régulièrement avec l'équipe nationale zimbabwéenne. C'est aussi une leçon d'humilité pour moi d'avoir réussi à avoir autant de caps dans un pays qui regorge d'un très grand bassin de joueurs. Atteindre 70 sélections n'est pas une blague. Pas vraiment chose aisée et Hard Life aurait peut-être eu sa chance d'être sélectionné à nouveau pour participer à la prochaine CAN n'eût été son accident, lui qui a été élu meilleur joueur zimbabwéen en 2016. Maintenant supporter de l'équipe nationale, il espère voir les Warriors aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc, je pense que nous avons une équipe expérimentée qui est équilibrée et nous avons aussi des joueurs qui jouent à l'étranger. Ils jouent à un niveau élevé là-bas. Donc, nous nous attendons à mieux faire cette fois-ci. Pourquoi pas, mais pour ce qui le concerne directement, Hard Life continue sa rééducation sans prothèse et espère retrouver son meilleur niveau. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ailleurs, Ferland Mendy, l'international français d'origine sénégalaise, se dit être honoré de rejoindre le Real Madrid. Le latéral de 24 ans a été présenté aujourd'hui au stade Santiago Bernabéu. Formé au PSG, passé par le Havre et Lyon, Ferland Mendy a été transféré au Real pour 48 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Il a signé pour 6 ans jusqu'en 2025 donc, sous les ordres de son compatriote Zinedine Zidane à Madrid. Le latéral aux 4 sélections en équipe de France devra faire son trou au sein d'un effectif riche en stars où son concurrent direct devrait être le Brésilien Marcelo, vice-capitaine de l'effectif. Voilà Jacques, on s'arrête ici pour les sports. Merci bien, Yacouba. Vous allez avoir du pain sur la planche dans les jours qui suivent, n'est-ce pas? Mais c'est bien de vous avoir sur le plateau. Merci bien, Yacouba. Absolument, vous revenez demain. Et voilà donc, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain. Merci.